En 722, l'Espagne visigothique n'est plus qu'un lointain souvenir. En l'espace de 10 ans, les armées musulmanes ont déferlé sur la péninsule, ne laissant derrière elles qu'une mince bande de terres inhospitalières dans le nord montagneux. La domination des Omeyyades semble absolue, leur force invincible. Pourtant, dans l'ombre des pics d'Europe, une étincelle de résistance est sur le point de s'allumer. À Cordoue, la nouvelle capitale de l'Espagne occupée, on ne prête aucune attention à Pélage, un noble wisigoth en fuite. Aux yeux de l'émir, ce n'est qu'un âne sauvage menant quelques montagnards affamés. Mais lorsque le nouveau gouverneur, Ambassa, décide d'écraser définitivement cette rébellion par une victoire rapide, il envoie quelques milliers d'hommes pour traquer Pélage et ses quelques partisans. Il tombe dans un piège mortel, méticuleusement préparé dans le vallon de Covadonga. Ce lieu, en apparence mineur, va devenir en mai 722 le symbole de la résistance chrétienne. Le massacre qui s'ensuit n'est pas seulement une défaite militaire pour les musulmans, c'est le point de non-retour. C'est l'aube de la Reconquista. À la conquête de l'histoire. À la mort d'Alsam, écrasé par les troupes d'Eudes d'Aquitaine devant Toulouse en 721, les soldats musulmans élisent immédiatement Abd al-Rahman al-Ghafiqi comme chef. Celui-ci exerce brièvement le commandement militaire jusqu'à l'arrivée du nouveau gouverneur, Ambassa ben Souhaim al-Kalbi, en août 721. Ambassa hérite d'une armée défaite qu'il faut réorganiser et dont il faut restaurer le moral perdu à Toulouse. C'est le moment idéal pour se retourner contre ces astures révoltées menées par Pélage, qui, face à la passivité des forces musulmanes, sont devenus trop audacieux, prenant même l'initiative d'attaquer les garnisons musulmanes. Le nouveau gouverneur pense sans doute qu'il ne sera pas difficile d'en venir à bout, et qu'une victoire facile permettrait de ranimer l'enthousiasme des troupes et de faire renaître leur foi en leur force invincible. Ambassa décide donc d'envoyer une armée relativement importante contre Pélage. La bataille de Covadonga, en apparence mineure, deviendra ainsi le symbole de la résistance, prouvant que même les conquêtes les plus fulgurantes peuvent se heurter à des obstacles inattendus dans les montagnes les plus reculées. Mais avant de nous pencher sur la campagne militaire, intéressons-nous au chef des rebelles, Pélage. D'où vient-il et qui est-il vraiment ? Autour de 700, son père, nommé Favila, un notable wisigoth, est assassiné sur ordre du prince Vitizza, alors associé au trône de son père, le roi Égica. Vitizza est alors gouverneur de Galice et réside à Touy, où vit la famille de Pélage. Le prince tombe amoureux de la mère de Pélage et pour l'épouser, assassine son mari. Peu d'informations sont disponibles sur ce que fait Pélage de ce moment jusqu'à sa réapparition en Asturie en 716. Il est possible que depuis son exil cantabre, Pélage ait aidé le duc de Bétique, Rodrigue, à s'emparer du trône de Tolède, et que lorsque celui-ci ceint la couronne, il récupère sa place à la cour royale. Quoi qu'il en soit, Pélage se trouve en Asturie en 716, et il vit dans la vallée de Cangas, dans les contreforts occidentaux des pics d'Europe. Au moment de la conquête initiale de l'Espagne visigothique, Moussa ne pénètre pas en Asturie, mais c'est son fils, Abdalaziz, qui met la main sur cette région, qui reste cependant largement hors du contrôle effectif des musulmans. Son successeur, Al-Hour, y affirme l'autorité omeyyade et y nomme le berbère Mounouza comme gouverneur local, sans qu'on sache précisément l'ampleur des troupes réellement présentes en Asturie. Ce Mounouza s'entiche de la sœur de Pélage, mais celle-ci refuse d'épouser le musulman et répugne à faire partie de son harem. C'est cette histoire qui lance les hostilités entre les deux camps. Mounouza ordonne l'arrestation de Pélage et l'envoie comme otage à Cordoue,
la nouvelle capitale de l'Espagne occupée. Ce qui aurait pu rester une simple anecdote va donner lieu à une série de réactions en chaîne qui mèneront à la bataille de Covadonga, et avec elle, à la renaissance de la nation espagnole. Pélage reste un temps otage à Cordoue avant de s'en évader entre mars et août 717, puis il fuit vers les terres asturiennes. Pendant son absence, le gouverneur de la région avait enlevé et épousé la sœur de Pélage, mais le noble Hugo refuse d'approuver le mariage et commence à conspirer. L'émir d'Espagne ordonne alors à Munuza d'arrêter de nouveau le fugitif et de l'amener prisonnier à Cordoue. Le Wisigoth échappe cependant aux hommes du gouverneur et se réfugie dans les montagnes. Depuis les Pyrénées, 2 options se présentent à lui: traverser les montagnes vers la Gaule et se mettre au service des Francs, ou rester en Asturie. C'est la seconde option qu'il choisit, et il se dirige vers Cangas, où se déroule une assemblée judiciaire locale. Là, Pélage adresse la parole aux membres de l'assemblée, en leur reprochant leur ignominieuse soumission. Il les pousse à la vengeance, à la lutte et à la rébellion. Les Asturies accueillent alors une population mêlant Astures locaux et réfugiés wisigoths. Pour la première fois dans l'histoire, Astures, hispano-romains et wisigoths étaient unis face à un ennemi commun, les envahisseurs musulmans. Au cours de cette assemblée, Pélage est reconnu comme chef militaire et se retrouve ainsi à la tête d'un soulèvement populaire. Tout ceci se produit en 718. La noblesse gothique réfugiée en Asturie ne semble pas avoir joué un rôle majeur au début du soulèvement, même si certains nobles rejoindront par la suite Pélage. Comme étendard, les rebelles n'utilisent aucun symbole wisigoth, mais une simple croix de chêne comme image de leur effort, de leur espoir. Croix devant laquelle ils s'agenouillent pour jurer de combattre l'envahisseur musulman jusqu'à la mort. Le premier acte des rebelles est de ne pas payer les tributs imposés et par attaquer les garnisons musulmanes établies dans le pays. Probablement plus guidés par des désirs de vengeance et par amour de leur propre liberté que par des ambitions politiques. Devant ces événements, il est impensable que Pélage et ses rares partisans aient eu pour but une restauration de la monarchie tolédane, et encore moins une récupération de la péninsule tout entière. Ce ne fut sûrement qu'une réaction forcée par les circonstances, qui marqua un point de non-retour. Pendant ce temps, l'émir de Cordoue, occupé par sa campagne contre Pampelune, Huesca et la Catalogne, ne donne pas d'importance aux nouvelles qui viennent du nord. Le fait que dans une vallée nordique perdue derrière les Sierras, quelques montagnards se soient réunis et donné un chef, ne semble pas le contrarier plus que ça. Les chroniques arabes ne parlent d'ailleurs que d'un nombre très faible de révoltés complètement isolés et dépourvus de tout moyen de se procurer des vivres. Les musulmans dédaignent même les attaquer et les laissent abandonner, espérant les voir mourir de faim. Les émirs musulmans qui se succèdent ont en effet d'autres priorités. La réorganisation de l'Espagne musulmane et la conquête de la Narbonnaise wisigothique. Et si Al-Sam pense s'occuper du problème asturien, les circonstances l'en empêchent, car comme je l'ai mentionné, il est défait et tué à Toulouse par Eudes, duc d'Aquitaine, le 9 juin 721. Profitant de la faible attention que lui prêtent les gouverneurs de Cordoue, Pélage parvient à s'affirmer dans cette région reculée en profitant de la géographie locale, de l'appui de la population et du manque de forces musulmanes pour le poursuivre et en finir avec lui. Si pour les autorités de Cordoue, ce groupe de rebelles ne constitue pas une menace sérieuse, les autorités locales ne le voient pas de cet œil. Percepteurs des impôts assaillis et volés, garnisons attaquées et incapacité à en finir avec la rébellion. Les autorités locales sont constamment humiliées. Depuis les premières conquêtes de Tariq et Moussa, l'armée musulmane d'Espagne s'est considérablement réduite. La terrible défaite de Toulouse face au duc d'Aquitaine a coûté 15 000 hommes aux forces sarrasines. L'émir Anbassa ne dispose plus que d'environ 7 000 soldats opérationnels pour contrôler toute la péninsule ibérique. Face à cette situation critique, la logique voudrait qu'il attende des renforts avant de lancer une nouvelle campagne. Mais plusieurs facteurs le poussent à agir rapidement. Les appels pressants du gouverneur, Munuza,
de plus en plus inquiet de l'audace de Pélage, le besoin de maintenir le moral de ses troupes avec une victoire qu'il croit facile, et surtout cette certitude absolue que les Espagnols capituleront sans combattre, comme ils l'ont toujours fait. Ambassa divise ses maigres forces en 3. Un contingent garde la frontière pyrénéenne contre les Francs, un autre reste à Cordoue sous son commandement direct, et le 3e part écraser la rébellion asturienne. Ce dernier groupe compte au maximum 3000 hommes, confiés à un général berbère, Alcama. L'évêque Opa, frère du défunt roi Vitizza, accompagne également l'expédition, peut-être pour négocier la capitulation des rebelles. Au printemps 722, les forces sarrasines pénètrent en Asturie par les voies romaines. Pélage évite habilement la bataille en terrain découvert. Ses 900 hommes se replient vers la grotte de Covadonga. Alcama écrase facilement les premières défenses et rétablit l'ordre en Asturie. Munuza s'installe à Gijón, les tribus sont à nouveau perçues. Tout semble être rentré dans l'ordre. À un détail près, Pélage et ses hommes courent toujours. Dans une opération de désinformation parfaite, le chef asturien fait circuler le bruit qu'il ne lui reste que 300 hommes retranchés dans la grotte sacrée, la Cova Dominica. Cette information semble crédible. Après les succès d'Alcama, beaucoup de combattants ont dû abandonner la cause de Pélage. Le général berbère, grisé par ses victoires faciles et pressé de retourner à Cordoue avec un triomphe rapide, tombe dans le piège. Il sous-estime cette âne sauvage, comme l'appellent les chroniques musulmanes. Cette négligence et ces mauvais calculs vont transformer une simple opération de police en catastrophe militaire, dans un lieu qui deviendra le symbole de la renaissance chrétienne en Espagne. Pélage a eu des mois pour préparer son coup de maître. Tout comme Tariq avait choisi avec soin le terrain de Guadalete en 711, le chef asturien choisit méticuleusement le sien. Le lieu qu'il sélectionne est d'une beauté trompeuse. Le vallon qui mène de Cangas de Onís vers une zone appelée El Cueto est couverte de broussailles et d'arbres. Ce paysage, apparemment paisible, dissimule un piège mortel. Le sentier, au départ suffisamment large, se rétrécit au fur et à mesure qu'on progresse. Et au bout de cet entonnoir naturel, se dresse la Cova Dominica, une caverne située à 30 mètres au-dessus du sol et qui peut abriter plusieurs centaines d'hommes. Jamais Pélage n'aurait pu trouver un meilleur endroit pour livrer bataille. Tout est en sa faveur. Et il a en plus de ça à sa disposition des troupes montagnardes, agiles pour grimper par les sentiers escarpés, expertes pour se dissimuler dans les fourrés épais, connaissant parfaitement les chemins d'évasion en cas de nécessité. Les forces musulmanes se concentrent à Gijón, avant de se mettre en marche. Elles empruntent probablement la voie romaine jusqu'aux plaines de Lugones, puis suivent les amples vallées qui facilitent le passage vers l'est. 3 jours de marche les mènent aux abords de Cangas, où Alcama établit son campement au bord de la rivière Seya. Le général berbère consacre une journée supplémentaire à la reconnaissance et au repos, confirmant que le noyau rebelle se trouve effectivement dans la zone de la grotte qui ferme le vallon de Covadonga. Tout semble se dérouler selon ses prévisions. Il dispose de 3000 hommes bien armés face à 300 insurgés retranchés dans une caverne. Pourtant, quand Alcama s'engage sur le chemin qui mène à Covadonga, le terrain commence à révéler sa vraie nature. Le vallon se resserre, les pentes se redressent, mais il est déjà trop tard pour faire demi-tour. La colonne musulmane s'étire sur 3 à 4 kilomètres, vulnérable et exposée, contrainte d'avancer en file indienne sur un sentier qui ne permet aucune formation de combat. Les chrétiens, eux, ont abandonné les méthodes de combat visigothiques, basées sur la puissance de la cavalerie et l'attaque frontale. Les circonstances les ont contraints à redécouvrir les techniques ancestrales des Cantabres et des Astures, ces mêmes peuples qui avaient résisté aux Romains avec leurs tactiques de guérilla. Dion Cassius, historien de la guerre en 25 avant Jésus-Christ, décrivait déjà comment les Cantabres évitaient la bataille ouverte et attaquaient les Romains dans les défilés, plus avec des javelots qu'avec le poignard et l'épée. Pélage ressuscite cette tradition, l'embuscade comme tactique de combat, l'arc et la fronde comme arme principale.
Le dispositif chrétien s'articule en deux groupes. Le premier, majoritaire, se déploie sur les pentes du vallon. Ces hommes occupent d'excellentes positions de tir, où ils ont préalablement stocké pierres, flèches et projectiles de toutes sortes. Le second groupe, sous les ordres directs de Pélage, et comptant quelques dizaines d'hommes seulement, se prépare à défendre la grotte qui domine le petit vallon comme un château imprenable. Une fois arrivé à Covadonga, Alcama fait une démonstration de force en faisant défiler une partie de ses unités devant la grotte. Ses troupes se massent au pied de l'impressionnante falaise. Les frondeurs se concentrent dans les rares positions de tir disponibles, la plupart à la limite de portée de leurs projectiles. C'est alors qu'intervient l'évêque Opa, chargé de négocier la capitulation. Arrivé devant la grotte, il tente de convaincre Pélage de l'inutilité de sa résistance, lui offrant un pacte similaire à ceux que d'autres chefs ont acceptés au cours des années de domination musulmane en Espagne. Mais Pélage refuse catégoriquement. Nous sommes le 28 mai 722, le combat va commencer. Les fantassins musulmans s'approchent du pied de la grotte pour pouvoir lancer leurs flèches vers la grande bouche située à 30 mètres au-dessus de leur tête. Mais les défenseurs, depuis cette hauteur, disposent d'une portée et d'une visibilité bien supérieures, ce qui multiplie l'efficacité de leurs tirs et compense leur infériorité numérique. Un véritable nuage de flèches et de pierres monte vers la grotte, mais beaucoup de projectiles n'atteignent pas leur cible ou rebondissent sur les parois rocheuses, pour retomber finalement sur les attaquants eux-mêmes, augmentant la confusion des forces musulmanes. Le déclenchement du combat donne le signal de l'attaque générale des Astures présents dans le défilé. Cette action surprise exploite les étranglements du vallon. Les chrétiens s'appuient sur ces positions pour fermer les voies de retraite et charger l'arrière-garde et le centre de la colonne d'Alcama, tandis que ceux de la grotte fixent l'avant-garde. Limités à une action frontale répétée, attaquant de bas en haut sur un front étroit, les musulmans voient rapidement le pied de la grotte se remplir de morts et de blessés. Les troupes de deuxième ligne ne peuvent rien faire d'autre qu'attendre leur tour pour entrer au combat dans les mêmes conditions que ceux qui viennent de tomber. Alcama ne peut faire usage ni de sa supériorité technique, ni de sa supériorité numérique. C'est au contraire Pélage, qui depuis sa position dominante en hauteur et avec une possibilité de déploiement supérieure à celle de son opposant, se retrouve en position d'avantage. Il peut utiliser la totalité de sa force réduite, tandis que les musulmans ne peuvent engager que ce qui tient dans les trois vallons. À un moment de la lutte, Alcama est tué. Sa mort décapite instantanément l'armée musulmane. Aucun autre chef ne parvient à prendre la direction des troupes pour organiser une riposte efficace ou une retraite ordonnée. Les forces restantes de Pélage, embusquées sur les pentes, se jettent alors sur les troupes ennemies déjà inquiètes. Attaqués de toutes parts et dans l'impossibilité de manœuvrer, les musulmans sont pris de panique. La fuite se fait par les deux seuls endroits qui offrent une possibilité de mouvement, vers l'avant, en direction des lacs, et vers l'arrière, pour retourner à Cangas. Les pertes sur le lieu de l'affrontement, comme c'était habituel dans les combats de l'époque, ne sont pas énormes, peut-être 300 morts. Mais c'est à partir de la retraite qu'on recense le plus grand nombre de victimes causées par l'absence de commandement, la panique et l'obsession de chacun de sauver sa propre vie. Pélage avait sans doute supposé qu'Alcama battrait en retraite vers Cangas, raison pour laquelle les forces qui fermaient la voie de retraite de l'ennemi étaient supérieures à celles qui le coupaient par l'avant. Les fuyards cherchent donc leur salut dans une fuite vers l'avant. Les forces qui s'échappent de Covadonga, épuisées, deviennent une proie facile pour les archers astures postés sur les pentes de Sierra Mala et du mont Humedal. Un petit ravin situé à quelques 150 mètres de la grotte sera baptisé par les gens du pays la Huesera, l'ossuaire, témoignage du massacre. Le bilan final est accablant pour les forces musulmanes. Environ 2000 morts entre la bataille et la fuite, dont le général Alcama lui-même, contre seulement 50 pour les chrétiens. Les quelques survivants de ce calvaire de 50 km, à travers les montagnes les plus difficiles d'Europe, devront encore affronter les populations locales, désormais disposées à la vengeance. Soumis à un interminable harcèlement d'embuscades et de petits affrontements,
à peine une poignée de survivants réussira à s'échapper vivante. Quand la nouvelle de la défaite d'Alkama parvient aux oreilles de Munuza, la panique s'empare de lui. Le gouverneur, installé à Gijón, comprend immédiatement que la situation devient critique. Il rassemble rapidement ses forces, les fuyards de Covadonga, sa maigre garnison, leurs familles et serviteurs, et décide de fuir vers le sud. Sa route le mène à travers les vallées dangereuses de Trubia et Teberga, en direction du col de la Mesa. Les Astures le suivent, patients comme des chasseurs. Ils attendent le moment parfait pour frapper. Ce moment arrive quand la colonne musulmane s'engage dans le défilé de Piedras Juntas, un passage si étroit que seules quelques personnes peuvent y marcher de front. Les Astures bloquent simultanément l'avant et l'arrière du défilé, transformant ce passage en véritable souricière. Depuis les hauteurs, ils font pleuvoir pierres, flèches et javelots sur les musulmans pris au piège. Munuza et ses hommes, encerclés dans ce couloir de la mort, ne peuvent ni manœuvrer ni riposter. C'est l'anéantissement total. Cette victoire libère définitivement les Asturies de la domination musulmane. Covadonga devient ainsi le symbole d'un territoire qui ne retombera jamais sous le joug islamique, inspirant d'autres régions du nord de l'Espagne à résister à leur tour. C'est le point de départ de la Reconquista.